Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un format un peu spécial pour les vacances, puisque je vais vous parler d'une destination que j'ai découverte récemment, qui est la région de Seattle. C'est surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. J'ai eu la chance de visiter il y a une semaine Seattle pour la première fois. Ma cinquième ville aux États-Unis. J'ai réalisé que en fait j'étais allé uniquement dans des villes sur la côte. J'ai fait New York, Boston, Los Angeles, San Diego, et là encore une fois, je me retrouve sur le bord de l'océan Pacifique avec Seattle qui est pas très loin de Vancouver en fait. C'est vraiment la plus grosse ville américaine de l'autre côté de la frontière. Et donc, en raison de cette distance assez courte, on a l'embarras du choix pour y aller. On a le covoiturage, on a le bus, même un bus du centre-ville de Vancouver qui va directement à, à Seattle. Et on a même l'hydravion qui part du port de Vancouver et qui va atterrir sur le lac Washington. Et c'est notamment de ce lac dont il sera question dans cet épisode. Donc j'aimerais vous partager un petit peu à chaud ce ressenti et puis voilà, partager quelques souvenirs. La raison pour laquelle en fait j'ai passé une semaine à Seattle, c'est que ma copine s'y installe pour un nouveau boulot et donc j'ai eu l'occasion de passer une semaine là-bas avec elle pour explorer un peu, arpenter tous les différents quartiers. Puisque c'est un peu la différence la plus notable avec Vancouver, c'est que les quartiers sont extrêmement différents les uns des autres et assez déconnectés. Donc en fait, en fonction du quartier où on se retrouve à Seattle, on peut avoir des expériences vraiment radicalement différentes. Donc là, en une semaine, on a vraiment fait le tour et encore, il y a encore des choses qu'on aurait pu explorer, notamment au sud-ouest où il y a tout le quartier avec les plages. Mais ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc nous, on a commencé vraiment par le centre. On avait la chance d'avoir un Airbnb parfaitement situé au milieu de Seattle, dans le quartier de Wallingford. Et donc ça, c'est vraiment un quartier que je vous recommande si vous arrivez à Seattle parce que c'est vraiment à la fois très tranquille et en même temps idéal pour aller dans toutes les directions. Donc on s'était trouvé un petit Airbnb qui était loué par une jeune fille chinoise on n'a jamais croisée, mais qui avait très très bien organisé son appartement en plusieurs chambres. On avait même un beau petit jardin, une cour extérieure et tout ça, donc c'était vraiment un super rapport qualité-prix. Et donc on a pu en fait circuler dans différents quartiers. On a commencé par les quartiers les plus proches. On a tout le quartier universitaire qui s'appelle le U District avec la grande université de Washington, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on trouve à Vancouver avec UBC, qui est vraiment une université gigantesque. Et puis ensuite, on est allé plus à l'ouest où on a exploré le quartier qui a été vraiment notre coup de cœur, qui est Ballard. Et alors ça, c'est assez amusant puisque j'ai passé beaucoup de temps dans le 15e arrondissement à Ballard, donc au bout de la ligne 8. Et donc là, je me retrouve dans un autre Ballard avec deux ailes cette fois, et qui est un Ballard américain très différent, mais qui est aussi un quartier absolument charmant, assez bobo, très résidentiel, mais vraiment très, très agréable. Le long de Seattle, donc pas côté Pacifique, mais un peu plus dans les terres, vous avez un énorme lac qui s'appelle le lac Washington. Et de l'autre côté de ce lac, vous avez un espèce de Singapour, donc qui s'appelle Bellevue, et qui est en fait une ville très très moderne et très très flambant neuve, où sont concentrées toutes les grandes entreprises de la tech chinoise. Alors vous avez tous les grands noms, vous avez les Tencent, les Baidu, les Alibaba, et vous avez aussi les grands noms de la tech taïwanaise. Et c'est dans une de ces entreprises taïwanaises que ma copine vient d'être embauchée. Donc voilà, c'est assez amusant puisque c'est elle qui a trouvé un boulot avec la Chine et donc en fait c'est juste de l'autre côté du lac. Alors ça prend quand même un peu de temps. Il faut traverser en fait un grand pont. Soit on peut le faire en métro ou alors en bus. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ce sont des quartiers qui sont un peu cloisonnés. Donc en général, les gens qui travaillent à Bellevue s'arrangent pour vivre à Bellevue et vice-versa parce que le trajet est quand même assez long. En fait, c'est assez incroyable de se dire que le nombre d'habitants est à peu près le même entre Vancouver et Seattle, et pourtant il y a presque une fois
plus d'une fois et demie en fait la superficie de l'espace. Donc en fait, on est dans une ville qui est beaucoup plus espacée, avec des maisons qui sont plus grandes, plus d'espace entre les maisons aussi. Donc c'est vraiment une impression assez différente. J'avais eu la chance d'avoir des super recommandations puisque j'ai deux étudiants chinois qui habitent à Vancouver, donc James et Troy, que je salue au passage et que je remercie beaucoup pour leur super recommandations. Et puis on a pu se retrouver en fait assez rapidement puisque j'ai pris le bus jusqu'à l'aéroport. Donc le bus qui partait du centre-ville de Vancouver m'a déposé directement à l'aéroport et puis ma copine arrivait à l'aéroport, donc on a pu s'y retrouver. C'était très pratique. Et puis ensuite, on a pu rapidement enchaîner avec différentes explorations. Alors, on a commencé par un quartier aussi très très sympa qui est au nord de Seattle, qui s'appelle Green Lake. Vous avez ce gigantesque lac qui est entouré de plein de petits restaurants et de cafés. Donc, c'est là qu'on s'est posé le premier week-end. Donc, c'était très 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 sympa. Et ensuite, pour notre première soirée, nous sommes allés au Paramount Theater, donc le grand cinéma, enfin plutôt une espèce de grande salle de spectacle, où on est tombé en fait sur le Broadway show d'Alicia Keys. Et quand on est passé devant, on a été interpellé par le fait que c'était la dernière soirée. Donc on s'est dit, allons demander, peut-être que avec un peu de chance, on va trouver des billets abordables. Et puis, en fait, on nous annonce des prix assez élevés, du 200 $, de 170 $. Et puis finalement, après une petite conversation de 5-10 minutes, l'employé nous dit, ah mais si vous venez une heure avant le début du show, vous allez avoir les dernières places qui sont vendues au rabais pour 40 $. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on a un peu modifié notre itinéraire, puisqu'on avait prévu en fait d'aller à la Space Needle, donc le grand bâtiment très emblématique de Seattle. Et finalement, comme on n'avait pas le temps du coup d'aller à la Space Needle, on s'est dit on allait faire la queue pour aller voir le spectacle d'Alicia Keys. Et c'est en fait pendant le spectacle d'Alicia Keys que des coups de feu se sont fait entendre et j'ai reçu des messages en fait en sortant du spectacle où on me demandait si tout allait bien parce qu'il y a eu une fusillade qui a éclaté justement à la Space Needle où plusieurs personnes en fait ont ouvert le feu. Donc on n'a pas encore tous les éléments, mais il semblerait que ce soit un règlement de compte entre des gangs. Il y avait notamment des enfants, des très très jeunes qui étaient armés et qui étaient donc escortés par la police. En fait, on a absolument rien entendu parce qu'on était au milieu de notre show d'Alicia Keys en train de chanter à tue-tête. Mais voilà, ça nous a fait quand même un petit froid dans le dos de se dire que bah à quelques centaines de mètres, il y avait eu des coups de feu et on aurait pu être extrêmement proche de ce lieu puisque c'est là qu'on avait prévu d'aller exactement ce soir-là. Donc on s'est remis de nos émotions dans les jours qui ont suivi. Et puis après, tout s'est très bien passé. Le climat est quand même très, très agréable. Les gens aussi, ça ressemble beaucoup à Vancouver. Alors c'est vrai que pour le côté insécurité, on retrouve un peu les mêmes symptômes avec pas mal de gens qui traînent un peu dans la rue, dans certains quartiers, avec les problèmes d'addiction et de gens qui vivent dehors. Mais dans l'ensemble, aucun sentiment de danger ou quoi que ce soit. Ça avait pas l'air plus compliqué à gérer qu'à Vancouver en tout cas. Ensuite, dans la magnifique université, on a pu visiter une bibliothèque qui ressemble beaucoup à celle de Harry Potter, qui est donc une des bibliothèques du campus, qui est absolument splendide et que beaucoup de gens vont là-bas pour prendre des photos. Il y a aussi la librairie du département des études asiatiques qui est très très belle, qui est beaucoup plus petite et un peu plus cachée, mais qui vaut aussi le détour si vous avez l'occasion. Et puis ensuite, pour une de nos premières journées, on s'est dit qu'on allait monter sur les hauteurs de Seattle pour essayer d'avoir un beau point de vue. Et on est allé au Terry Park. Et c'était très sympa pour vraiment explorer le quartier de Queen Anne qui donc mène jusqu'à ce parc. Et ensuite, ça permet d'avoir une vue très dégagée sur toute la ville. Et juste après ça, on a exploré le quartier de Magnolia autour de Discovery Park, aussi un quartier très très luxueux avec beaucoup de parcs,
très agréable, mais on avait quand même du mal à se projeter dans ce genre d'environnement puisque c'est que des villas de millionnaires et des choses comme ça. Donc en fait, on est remonté, et c'est là qu'on a eu notre vrai coup de cœur, c'est donc en remontant au nord du quartier de Magnolia, où on a traversé l'embouchure, un endroit qui s'appelle The Lock. Donc c'est un quartier qui est extrêmement unique, puisque on peut traverser un aménagement qui a été construit pour les bateaux et qui est en fait un espèce de gigantesque ascenseur à bateau, puisque les bateaux peuvent arriver dans cette espèce de plateforme et changer en fait complètement de hauteur, puisqu'il y a une différence assez notable entre d'un côté et de l'autre de l'embouchure. Donc il y a tout un mécanisme où en fait une espèce de section de la construction est bloquée, est remplie d'eau, donc ça permet en fait au bateau soit de s'élever ou alors on ouvre les vannes au contraire et là l'eau descend et donc les bateaux baissent en hauteur pour ensuite arriver au deuxième étage. Donc c'est une installation assez spectaculaire où il y a aussi une échelle à saumon. Donc on peut vraiment se balader et c'est très très joli, très agréable. Il y a les jardins qui bordent les quais à cet endroit-là. Donc on a eu beaucoup de plaisir à se balader dans ce coin-là et puis ensuite à remonter jusqu'au quartier de Ballard, où on arrive dans un quartier où il y a beaucoup d'influences nordiques. Il y a aussi un grand musée qui s'appelle le musée nordique de Seattle, où on peut aller voir un peu toutes les connexions qu'il y a eu entre l'histoire des États-Unis au sens large et puis de la communauté des différents pays nordiques. Donc un musée très très sympa qui était aussi le musée qui abrite l'exposition des Moomins. Donc on a pu se faire ça et puis ensuite se balader dans le quartier Ballard et c'est là qu'on a fait la rencontre de Timothy. Timothy qui était la star locale, la star de Ballard, puisque c'est un petit raton laveur très mignon qui a une déformation de la colonne vertébrale où en fait sa colonne vertébrale est extrêmement courte. Donc ça lui donne une allure très typique. Ça donne une espèce un côté un petit peu créature cartoony. Ça lui donne vraiment un style très à lui. Et il est devenu en quelques jours la star des réseaux sociaux et ça a dépassé même Seattle puisque maintenant il est connu vraiment dans toute la région. Mais c'est voilà ce petit raton laveur qu'on voit se promener d'entre les maisons qui a beaucoup séduit. Et alors on a posé un peu les questions à des locaux pour savoir comment expliquer le succès de Timothy. Et en fait, c'est vrai qu'il nous racontait que c'est vraiment une créature qui est en adéquation parfaite avec les valeurs de Seattle, qui est vraiment une ville très très tournée vers la tolérance, l'acceptation. C'est vraiment peut-être la ville la plus à gauche que j'ai pu visiter avec Montréal. C'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment beaucoup ce côté respect des différentes communautés, beaucoup beaucoup de wokisme un peu partout avec énormément de drapeaux arc-en-ciel. On a vraiment l'impression que la ville vit au métronome de certaines valeurs de la gauche américaine. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça. C'était assez différent de Vancouver, puisque Vancouver est aussi plutôt à gauche, disons, dans l'état d'esprit des gens. Mais là, c'est encore plus affiché, encore plus revendiqué. Et on le comprend notamment avec ce qui s'est passé récemment avec ICE, où la police américaine a fait beaucoup, beaucoup d'arrestations, notamment pour les communautés étrangères. Et donc, on sent qu'il y a un vrai trauma et puis il y a une vraie posture combative dans cette ville. Et c'est vrai que c'était un élément aussi qui m'a frappé, c'est à quel point cette ville est internationale. En fait, il y a quasiment, on rencontre vraiment des gens qui viennent de partout, on rencontre toutes les ethnicités, toutes les origines. Il y a vraiment, et en fait, c'est peut-être plus mélangé qu'à Vancouver, parce qu'à Vancouver, il y a un côté quand même quartier rangé un petit peu par groupe ethnique, alors que là, aux États-Unis, il y a ce côté vraiment grand melting pot où on trouve un peu de tout mélangé partout. Donc ça aussi, c'était une grosse différence. Et puis vraiment le côté revendication politique et sociale, où on sent que la ville est vraiment très, très marquée à gauche.
À part ça, on a eu la chance aussi de visiter les grands jardins de l'Arboretum, qui se situe dans l'autre côté, donc la partie plutôt à l'est. Et c'était aussi très sympa il y a un grand parc qui est juste en dessous d'un quartier qui s'appelle Mont Lake et notamment un grand jardin japonais qui est plus grand que le jardin japonais de Vancouver. Et donc on a pu aussi se promener et puis découvrir cette région. À ce moment-là de l'année, c'est vraiment des températures extrêmement agréables où il fait quasiment grand bleu tous les jours. Bah, en fait, c'est très similaire à Vancouver. C'est l'été. L'été est vraiment génial. Il fait très beau et pas trop chaud. Donc on a pu vraiment en profiter. Et puis pour le retour, bah retour en bus aussi. Et ça a été encore plus facile qu'à l'aller puisque j'ai pu m'arrêter directement à Richmond. Et puis de ce côté-là de la frontière, en fait, le contrôle est peut-être moins difficile. Donc ça se fait très rapidement. On descend du bus, on remplit une déclaration, et puis ensuite, en montrant le passeport ou la carte de résident permanent, on peut rentrer au Canada très facilement. Et ce côté-là du Canada est bien plus accueillant que le côté américain, il y a des grandes photos, on voit des gens qui font du sport, on voit des ours. Donc c'est beaucoup plus agréable que quand on arrive aux États-Unis où là c'est un côté beaucoup plus, disons, administratif ou un peu carcéral où c'est moins fun. Mais voilà, ça se fait quand même très bien en bus. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, d'une part, la qualité de vie à Seattle, puisque vous avez en fait des salaires qui sont plus élevés en général, et puis des loyers qui sont un petit peu plus abordables que à Vancouver, puisqu'il y a plus d'espace. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'opportunités dans le monde économique et notamment de la tech, puisque Seattle a toujours été une ville où il y avait beaucoup de création d'entreprises. Vous avez des grands mastodontes américains qui ont été lancés, qui ont été créés à Seattle comme Boeing ou comme Starbucks. Et là, on sent qu'il y a aussi toute la nouvelle vague de la tech chinoise qui est dans ce coin-là. Donc vous avez Microsoft qui était déjà installé là. D'ailleurs, entre Seattle et Bellevue, vous avez un petit espace qui s'appelle Medina. Vous avez la villa gigantesque de Bill Gates qui s'appelle Xanadu et qui est installé entre ces deux villes. Et puis ensuite, vous avez toutes les entreprises de la tech chinoise qui sont toutes un peu au même endroit dans cette ville Bellevue qui semble être un peu le paradis des nouveaux riches chinois. Voilà pour cette semaine de vacances à Seattle. J'espère que ça vous donnera envie d'aller explorer cette ville. Je pense que c'est vraiment une ville qui mérite au moins une semaine parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de choses culturelles et artistiques à visiter. Il y a vraiment une vraie richesse, peut-être beaucoup plus que, même pas peut-être, j'en suis sûr, en fait, beaucoup plus qu'à Vancouver. On a d'ailleurs eu la chance d'aller voir une magnifique exposition qui s'appelle Exquisite Creatures et que je vous recommande chaleureusement. Ce sera à Seattle jusqu'au mois de mars 2027. Et c'est en quelques mots, c'est un artiste qui fait des créations visuelles avec des insectes principalement, des insectes et des oiseaux et parfois même des pierres, où en fait il récupère, alors c'est toujours des animaux ou des insectes qui ont eu des accidents et qui sont décédés en général en captivité ou à l'état sauvage. Et donc il arrive à les conserver et ensuite à les mettre en scène pour leur redonner une seconde vie. Et c'est absolument hallucinant ce qu'il arrive à faire avec le travail sur les couleurs et sur arriver aussi à exposer des espèces qu'on ne peut même pas imaginer, des choses qui paraissent tout droit tirées de romans de science-fiction, de choses complètement fantastiques. Donc ça a été aussi un grand coup de cœur. Si vous avez l'occasion, c'est au musée maritime de Seattle jusqu'à mars prochain. Donc voilà, une semaine n'est vraiment pas de trop pour Seattle. Et puis, si vous habitez à Vancouver, n'hésitez pas à tenter l'expérience du bus. C'est extrêmement pratique. Et là, moi, j'y retourne ce week-end. Donc, je vais partir depuis Richmond cette fois. Donc, c'est très pratique. Depuis le métro Richmond, je mets un peu plus de 3 heures 30 pour arriver au centre-ville de Seattle pour $40. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Et ça,
je trouve ça un peu plus rassurant que l'hydravion. Parce qu'un hydravion qui va sur une île, ça me dérange moins qu'un hydravion qui traverse les États-Unis. Donc ouais, j'étais pas très serein à l'idée de faire 1 heure et demie d'hydravion. Et puis les prix sont quand même beaucoup plus élevés. Il faut compter au moins 200-250 $ pour un aller. Donc voilà, mais peut-être à l'occasion, peut-être tenter un peu d'hydravion plus proche de Vancouver. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il y a vraiment des billets pas chers parfois pour aller sur les îles ou même à Victoria. Et c'est une expérience qui est toujours très très chouette, très sympa à faire. Euh, voilà pour, euh, voilà pour ce petit retour d'expérience. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous passez aussi des belles vacances. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous avez des retours sur le podcast. Et puis, on se retrouve probablement en septembre pour de nouveaux invités et de nouvelles aventures. À très bientôt et bonne fin d'été à toutes et à tous. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.